Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser au dispositif Loc Avantage, qui est le nouveau dispositif de conventionnement qui remplace l'ancienne loi COS, que l'on appelait aussi loi louée abordable. Donc le gouvernement le vante comme un meilleur dispositif que le précédent. On va donc regarder mon analyse et voir ce que j'en pense. Alors, juste avant de commencer la vidéo, j'ai pas mal de lecteurs de mes livres ou de mon blog qui m'envoient des petites questions pour que je les traite sur YouTube. Mais c'est souvent des questions qui appellent une réponse de 2-3 minutes, pas forcément une vidéo YouTube intégrale. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire une vidéo YouTube questions-réponses où je vais répondre à plusieurs questions. Donc si jamais vous avez une des questions que vous voudriez que je traite dans cette prochaine vidéo YouTube, ben, mettez-la en commentaire de cette vidéo YouTube. En plus, ça aidera un peu à son référencement, donc ce sera gagnant-gagnant. Parlant de référencement, si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube, si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de le faire. Je dois avoir un peu plus de 5% à peine de mes lecteurs qui se sont abonnés à la chaîne YouTube. Je sais bien que j'aime pas faire les choses comme tout le monde, mais je fais un peu les choses à l'envers. En général, c'est plutôt le YouTuber qui sort un livre qui arrive à convertir 5% de ses abonnés en lecteurs. Moi, j'ai fait un peu l'inverse. Mais je ne suis pas contre avoir plus d'abonnés pour que ça m'encourage à tourner d'autres vidéos. Plus il y a d'abonnés, plus je suis encouragé à tourner une vidéo. Moins il y en a, moins je vais avoir envie d'en faire forcément. Alors, revenons à nos moutons. Donc, ce dispositif Loc Avantage, par rapport à l'ancienne loi COS, la première chose, c'est qu'il remplace l'abattement sur les loyers que vous aviez grâce à la loi COS par une pure réduction d'impôt. L'argument du gouvernement et pourquoi justement cela ça a été fait et pourquoi ça a été changé par rapport à l'ancienne loi, c'est parce que le fait d'avoir un abattement sur les loyers, ça favorisait les hauts taux marginaux d'imposition et ça défavorisait les bas, c'est-à-dire que la loi n'était moins intéressante pour ceux qui avaient un taux marginal d'imposition faible. En mettant une réduction d'impôt, on égalise un peu tout le monde sur le taux marginal d'imposition. En tout cas, ça c'est la théorie. Alors, regardons ce que ça donne. Je vous ai fait un petit tableau là. On va regarder qui est avantagé, qui est désavantagé sur le pur système de réduction par rapport à avant. Donc en haut, j'ai mis les cas de ce qu'on appelait le COS intermédiaire, qui maintenant, son équivalent va s'appeler le LOC 1. Alors avant, en COS intermédiaire, on avait une distinction entre la zone B1 et la zone B2. Alors j'ai centré sur les zones B1 et B2. Après, il y a la zone A et la zone C qui sont un peu aux extrêmes. On en parlera rapidement tout à l'heure. Donc sur la zone B1, on avait 30% d'abattement sur les loyers et on avait 15% d'abattement sur les loyers en zone B2. Sachant que ça s'appliquait bien à l'impôt sur le revenu, mais aussi aux prélèvements sociaux. On avait un abattement sur le loyer, et du coup, ça réduisait l'impôt, mais ça réduisait aussi les prélèvements sociaux. Donc si je compare ce qu'on obtient comme réduction, par exemple avec le 11%, là pour vous donner l'opération que je fais les 30% d'abattement, fois les 11% de taux marginal d'imposition, plus les 17,2% de prélèvements sociaux. On voit qu'en zone B1, en local, on aura une réduction d'impôt donc de 15% pour tout le monde. Donc, s'y retrouvent, en gros, sont avantagés par rapport à avant ceux qui ont un TMI à 11% et à 30%. Ceux qui ont un TMI à 41% se retrouvent légèrement désavantagés parce qu'avant, ça leur faisait 17,5% de réduction. Là, on n'est plus qu'à 15%. Par contre, si on reste en intermédiaire mais qu'on se met en zone B2, là c'est mon tableau de en haut à droite, on voit que ce coup, tout le monde est avantagé, puisqu'avant en zone B2, on avait en intermédiaire qu'un abattement de 15% sur les loyers. Là, il n'y a plus d'histoire de zone B1 et de zone B2. La réduction d'impôt intermédiaire, c'est 15% en loc 1, toutes zones confondues. On passe maintenant en social, anciennement COS social et maintenant qu'en loc avantage, on appelle loc 2, donc mes tableaux du bas. On voit qu'en zone B1, c'est exactement le même schéma. Les tranches à 11% et à 30% en taux marginal d'imposition sont avantagées. La tranche à 41% est légèrement désavantagée, puisqu'avant elle arrivait à avoir 40,7% de réduction. Aujourd'hui, elle restera à 35%. Par contre, en zone B1, où c'était un peu moins généreux, même s'il y avait moins de différence qu'en intermédiaire, mais là où on avait 50% d'abonnement sur les loyers au lieu de 70%, là on voit que même la tranche marginale à 41% a cette fois 35% de réduction d'impôt au lieu de 29,1% dans le système d'avant, donc elle est avantagée. Donc en gros,
sauf pour les cas de zone B1 et au-delà en tranche marginale de 41% et au-delà, effectivement, le nouveau système est plus avantageux que l'ancien. Alors par contre, il ne faut peut-être pas s'arrêter là, les choses paraissent peut-être trop belles quand on en est à ce point-là. Puisque c'est bien beau les réductions d'impôts, mais il faut savoir à quel loyer cela s'applique. Alors la philosophie de ce nouveau dispositif Loc'Avantage, en gros, c'est que les loyers plafonds pour la loi, donc des loyers plafonds en mètres carrés que vous devez appliquer donc en louant en dessous du marché en échange de vos avantages fiscaux, seront égalisés entre toutes les zones géographiques. C'est-à-dire que par exemple, pour Loc 1, on aura 15% en dessous du loyer du marché de telle ville. Pour Loc 2, 30% en dessous du loyer de marché de la ville. L'idée sous-jacente, c'était un peu de dire, le dispositif COS, il peut marcher dans les zones B2, dans les zones B1 peu denses, mais dès qu'on arrive dans les zones B1, des villes un peu plus grandes, dans les zones A, c'est compliqué de le faire parce que les plafonds ne sont pas adaptés au marché. Donc ça part effectivement d'une bonne idée. Ceci dit, il y a actuellement un simulateur sur le site de l'Agence nationale de l'habitat, donc le site de l'ANA, qui donne les loyers plafonds. Moi, j'ai des biens conventionnés à la fois en zone B1 et en zone B2. Je suis quasi systématiquement défavorable en plafond de loyer avec le nouveau système par rapport à l'ancien. Donc si la réduction d'impôt est plus importante, mais que ça me dégrade de façon trop importante le loyer plafond auquel je peux louer, le dispositif ne va pas être si intéressant que cela. Il y a également une autre différence par rapport à l'ancien dispositif COS. C'est que dans l'ancien dispositif COS, on était sur un plafond au mètre carré brut, plus, alors quand je dis au mètre carré brut, c'est au mètre carré brut plus la moitié des annexes, balcons, caves, etc. Mais sans coefficient de correction. C'est-à-dire qu'en gros, on était avantagé plutôt sur les grands appartements. C'est-à-dire que vous alliez conventionner plutôt un grand T2 de 50 mètres carrés qu'un T2 de 37 mètres carrés. Là, on appliquera dans ce dispositif Loc'Avantage le coefficient qui est appliqué déjà pour les lois Pinel ou ce genre de loi, qui est un coefficient qui est de 0,7 plus 19 sur la surface du logement. Donc coefficient multiplicateur plafonné à 1,2. Et donc en gros, vous avez votre loyer de base au mètre carré de la ville, et ensuite vous le multipliez par ce coefficient. Coefficient qui va être plus important pour les petites surfaces et moins important pour les grandes surfaces. Sachant que comme il est plafonné à 1,2, on dit petite surface, mais à partir de en dessous de 38 mètres carrés, on arrête de gagner grâce au coefficient. Donc voilà, c'est tout affaire de compromis, mais c'était un paramètre qu'on n'avait pas dans les anciennes conventions. Donc moi, effectivement, quand je dis dans mes appartements en zone B1 et zone B2, j'ai regardé sur le simulateur de l'ANA, c'est quasi systématiquement plus défavorable qu'avant. Alors, c'est plus défavorable qu'avant dans toutes mes villes quand je regarde le loyer de la ville, sans application du coefficient correcteur. Après, quand j'applique le coefficient correcteur, j'ai un cas où c'est plus favorable qu'avant sur le plafond au mètre carré. C'est mon plus petit appartement que j'avais conventionné qui fait 38 mètres carrés et quelques de surface fiscale, puisque là j'applique le coefficient correcteur 0,7 plus 19 sur S qui me fait quasi 1,2 à ce moment-là. Et là j'arrive à passer au-delà de mon plafond que j'avais dans l'ancienne convention. Mais c'est le seul et j'en ai un certain nombre de conventionnés. Donc là, on est plutôt sur un aspect qui commence à nous dire c'est peut-être pas si terrible que ça le nouveau dispositif. Alors moi, il y a un autre point qui m'embête un peu dans ce dispositif et que je trouve qui n'a pas été assez souligné dans ce nouveau dispositif, c'est à partir du moment où on dit réduction d'impôts et que le gouvernement, en tout cas à l'heure actuelle, n'a pas acté d'exception là-dessus, puisqu'il y a quelques exceptions, on entre dans le plafonnement des niches fiscales. Et le plafonnement des niches fiscales limite les réductions d'impôts pour un même foyer à 10 000 €. Alors, il y en a qui disaient, oui, mais bon, ça va être comme certains avantages fiscaux, ça va être exclu du dispositif de limitation des niches fiscales. Je vous mets une capture d'écran, site de l'ANA actuel qui présente le dispositif Loc'Avantage tel qu'il va être. Il y a un avertissement, là, il y a une information, en tout cas, le plafonnement des niches fiscales est limité à 10 000 €.
Je ne suis pas sûr qu'il soit là par hasard. S'il est là, c'est sûrement qu'on ne va pas être dans l'exception et qu'on va bien être rentré dans ce plafonnement des niches fiscales. Alors ça peut être embêtant pour ceux, soit qui ont déjà des dispositifs de réduction d'impôt par ailleurs importants, qui avaient fait l'erreur de faire un Pinel peut-être dans leur début immobilier, ou ça peut aussi être embêtant sur ceux qui font une pure stratégie de conventionnement et qui cumulent plusieurs biens. Au bout d'un moment, on peut peut-être arriver avec ça au plafonnement des niches fiscales. Donc ça, c'est pour ce qui est gênant à une extrémité du spectre. Ça peut aussi être gênant à l'autre extrémité du spectre, et là ça contredit un peu les ambitions du gouvernement, c'est-à-dire que là on est en réduction d'impôt, c'est-à-dire qu'on va l'appliquer qu'à l'impôt sur le revenu, et pas aux prélèvements sociaux. Et un foyer peu imposable, une réduction d'impôt, quand elle est consommée, s'il y en a trop, le reste est perdu. Donc sur un foyer peu imposable, ça peut être un peu embêtant par rapport à l'ancien dispositif qui faisait un pur abattement sur les loyers, qui enlevait des revenus et qui enlevait des prélèvements sociaux. On est en pure réduction d'impôt, donc peut-être que même pour une tranche d'imposition faible avec un foyer peu imposé, sur ce coup, ce sera moins avantageux qu'avant. Alors là, il y a des calculs à faire, hein, ça dépend où vous en êtes, etc. Donc à bien calculer. Petite chose que je me dis, moi, actuellement aussi, souvent, l'impôt, on a un peu de mal à l'augmenter en France, etc., d'augmenter les tranches. Par contre, les prélèvements sociaux, si vous regardez les 20 dernières années, ils ont à chaque fois pris 1, 2, 3%, etc., passant de peut-être 0 il y a 25 ans à 17,2% aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Là, en fait, quand on abattait sur le loyer, on abattait aussi les futures augmentations d'assiettes, enfin de taux plutôt, pas d'assiettes, sur les prélèvements sociaux. Là, ce ne sera plus le cas. Donc ça peut aussi être un peu embêtant. Sur les choses après qui peuvent être plutôt positives ou égalitaires par rapport à l'ancien système, ce que j'ai noté moi, alors juste un petit bémol avant que je passe à ça, les loyers, là quand je vous dis c'est moins bien, je me base sur le simulateur qu'il y a sur le site actuellement de l'ANA national. Il y a un simulateur qui vous simule vos loyers. Quand on interroge les ANA départementales, j'ai deux sons de cloche, il y en a qui disent bah oui c'est facile, en gros de toute façon, on prend les loyers de marché, puis c'est des abonnements de 15-30%, donc c'est prêt, c'est les loyers que vous allez devoir avoir comme plafonnement dans vos conventions. Et il y en a d'autres qui disent, bah non, c'est pas prêt, c'est qu'un simulateur indicatif, etc. Alors sachant qu'on est, je tourne la vidéo, là on est presque le 10 mars, normalement les conventions signées à partir du 1er mars sont dans ce nouveau dispositif, donc bon, celles qui me disent que c'est juste indicatif, c'est pas forcément les ANA départementales dans lesquelles j'ai le plus confiance. Donc à voir, mais voilà, je vous fais en tout cas mes conclusions là-dessus. Il y a un gros risque sur l'histoire de ces loyers. Il y a la formule 0,7 plus 19 sur S qui risque de changer la cible de biens à conventionner, pas forcément les plus grands, mais peut-être des biens un peu intermédiaires sans qu'ils soient trop petits non plus, etc. Autres éléments peut-être plus neutres, donc côté DPE, sur le site de l'ANA, on dit que c'est exclu pour les DPE F et G, donc ça veut dire qu'on pourrait aller jusqu'au DPE E. Avant, dans l'ancien système COS, c'était au niveau départemental que c'était fait, donc certains allaient jusqu'à E, d'autres s'arrêtaient à D. Est-ce que le critère va être valable pour tout le monde et on s'arrête à E et c'est pareil pour tout le monde, ou est-ce qu'il va y avoir potentiellement une deuxième couche qui pourrait être remise au niveau des ANA départementales? Je ne sais pas. Tel que c'est écrit actuellement, en tout cas, on s'arrête à E sur le site de l'ANA. Et on sera dans des conventions de 6 ans, a priori, qu'il y ait travaux ou pas travaux, alors qu'avant on avait 6 ou 9 ans. Bon, donc voilà un peu sur ce dispositif Loc Avantage qui change quand même certains paramètres, qui n'a pas forcément les mêmes intérêts au même endroit pour les mêmes personnes. Et chose intéressante, hein, que d'ailleurs moi je suis dans ce cas-là, quand vous avez des conventions, des anciennes conventions COS que vous aviez signées sans travaux pour 6 ans, vous avez, vous savez, au bout de 6 ans, une option pour la prolonger de 3 ans. Alors c'est une option à votre main, c'est-à-dire que là vous allez avoir un arbitrage à faire, soit je prolonge ma convention de 3 ans dans l'ancien système, soit j'arrête cette convention-là et je re-signe une convention pour repartir sur 6 ans dans le nouveau système. Donc ça, par rapport à tous les paramètres que je vous ai donnés et puis ce qui va finir de sortir pour, quand le dispositif va bien être calé avec les contours positifs, selon votre cas, il va falloir réfléchir justement à cet arbitrage. Donc en conclusion, bon, on nous a vanté un nouveau dispositif qui était plus avantageux pour tout le monde et notamment les petites tranches marginales d'imposition que le dispositif d'avant, parce que le dispositif d'avant n'avait pas assez de succès. En tout cas, c'est comme ça que ça a été vendu par le gouvernement quand ce nouveau dispositif a été mis en place. Moi, je ne suis pas convaincu pleinement, en tout cas par rapport aux remarques que je viens de vous faire.
Le dispositif d'avant n'était peut-être pas si mauvais, peut-être que tout simplement il n'y avait pas la bonne communication autour de ce dispositif. Et la preuve, quand j'en parlais, moi, à part les gens qui avaient lu mon livre immobilier dans lequel il est détaillé, beaucoup même d'investisseurs immobiliers expérimentés ne le connaissaient même pas. Donc je ne suis pas sûr que le problème était fait que le dispositif était mal fait, mais peut-être plutôt qu'il y avait un manque de communication et de montrer l'intérêt autour. Bon, juste pour mettre une petite parenthèse, il y a peut-être un endroit où le nouveau dispositif peut être intéressant, c'est dans les zones vraiment tendues, le haut du panier B1 et la zone A à bis, etc. Puisque là, effectivement, on était dans des plafonds trop bas en l'ancien système. Là, si on met que 15% ou 30% par rapport au loyer de marché, il faut regarder ce que ça donne et si ça peut être un gain. Moi, j'ai pas de biens dans ces zones-là, notamment, j'ai pas de biens en zone A, en tout cas, j'en ai en B1, mais j'ai pas de biens en zone A, donc j'ai pas regardé en détail cette zone A. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas aussi les questions en commentaire pour une de mes prochaines vidéos où je ferai la séance questions et réponses comme je l'ai expliqué au début. Pour ceux qui ne me connaissent pas sur l'immobilier, je vous rappelle mes 2 livres, le best-seller L'investissement immobilier locatif intelligent avec ses plus de 100 000 exemplaires vendus et ses plus de 3000 commentaires sur Amazon, avec une mise à jour qui a été faite il y a quelques mois, donc qui est très récent par rapport au marché et aux réglementations. Sa suite, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Mon roman financier, L'allocateur rebelle, qui a que 35 commentaires sur Amazon, lui, parce qu'il est assez récent, mais tous les commentaires rédigés, on est à 100% sur du 5 étoiles, donc c'est une surprise. Ça surprend tout le monde, mais tout le monde apprécie, en tout cas tous ceux qui aiment l'investissement et l'entrepreneuriat, donc je vous le conseille. Et puis mon livre sur la bourse, Investir en bourse, style gagnant, style perdant, et mon livre sur la gestion de patrimoine, plus pour les débutants, Construisez et gérez votre patrimoine avec succès. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.